Pépère. Allez, l'équipe sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Bonjour à tous, eh bien un nouvel épisode de Chasse Patate aujourd'hui où on va pouvoir analyser le Tour des Flandres et on va pouvoir se projeter un petit peu sur Paris-Roubaix. Le Tour de Flandre qui marque la fin d'une série puisque la France avait gagné les 2 derniers monuments et là c'est l'Italien Alberto Bettiol qui s'est imposé en solitaire après une vingtaine de kilomètres d'échappée. Pour aborder ces sujets notamment, on va retrouver avec nous quelques chroniqueurs habituels, notamment Raphaël. Salut Raphaël. Salut. On retrouve aussi avec nous Anselme. Salut Anselme. Salut tout le monde. Et on retrouve un revenant, un ancien, puisque ça fait quelques années qu'il chronique pour nous maintenant. Il était parti en Nouvelle-Zélande, il est revenu dans son Berne natal, il nous fait le plaisir de nous honorer de son accent. C'est Cyril. Salut Cyril. Bonsoir à tous. On va commencer tout de suite par le ronde et par son vainqueur qui est quand même assez surprenant. Pas grand monde n'aurait parié sur Alberto Bettiol. Non pas qu'il n'avait pas fait de grande performance juste avant, il avait été très fort sur le Grand Prix E3 justement, mais c'est quand même une surprise de le voir s'imposer sur peut-être le monument qui réserve en général le moins de surprises. Alors Alberto Bettiol, est-ce qu'aujourd'hui c'était le plus fort ou alors est-ce que c'était finalement le plus opportuniste? Cyril, c'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, c'était le plus fort en fait. Il a profité d'un certain attentisme, mais c'était le plus fort parce que à partir du moment où il a attaqué, il a vraiment fait une énorme différence sur le Quarmont. Et sur le Quarmont, personne en roulant dedans en fait. Du coup, pour moi, voilà, c'était le plus fort. Mais il faut prendre aussi il faut voir le contexte. Et le contexte est que Van der Poel est tombé à 60 bornes de l'arrivée et finit quand même quatrième. Donc à mon avis, c'était peut-être Van der Poel le plus fort intrinsèquement, mais avec les circonstances de course, Bettiol était un vainqueur qui mérite largement sa victoire. Ouais, c'est vrai qu'on a vu que Greg Van Avermaet était complètement collé au moment où Bettiol a attaqué. Il a essayé de revenir, mais finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Oliver Naassen aussi ne pouvait rien faire, et les autres, c'était un peu plus dur. Il n'y avait que Van der Poel qui donnait cette impression d'être vraiment aérien. Raphaël, quand on a à ce point derrière autant de favoris qui se regardent, et qu'on termine quand même qu'avec 30 secondes d'avance, finalement, on a eu un peu de chance, non? Un peu de chance, oui, mais après, il fait une différence quand même phénoménale dans le vieux Quarmont. Parce que son attaque, déjà, même, il est en danseuse, les mains en bas du guidon, c'est impressionnant. Il dégageait une impression de facilité. Franchement, moi, j'étais scotché devant l'écran, quoi. À le voir, là, comme ça, à la fois surpris et en même temps impressionné par son allure. Et il prend, je crois qu'il prend 15 secondes en 500 mètres, alors que derrière, c'est Naassen, c'est pas n'importe qui. Donc, c'était quand même le plus fort. Alors après, oui, c'est sûr, il profite de l'attitude des autres derrière, qui se regardent. Sauf que quand on regarde les dernières années, l'homme qui se présente seul en haut du Paterberg gagne très très souvent le Tour des Flandres et en général, il perd pas spécialement de terrain dans la dernière partie plate. Pour moi, il n'a pas gagné en opportuniste. Il était quand même le plus fort. Et derrière, les autres auraient pu s'entendre, mais c'était quasiment impossible. On se doutait bien qu'ils n'allaient pas s'entendre. Le plus fort, c'était peut-être intrinsèquement Van der Poel, effectivement, parce qu'il a quand même abordé énormément de noms mal placés, alors à cause de sa chute, mais aussi le mur de Grammont, par exemple, il l'aborde pas très bien placé, il est avec les meilleurs en haut. Il était vraiment très très impressionnant, mais on sentait qu'il manquait un peu d'expérience. Ouais, Van der Poel, on le rappelle, c'était simplement son 3e jour de course en World Tour. Ces 3 jours de course en World Tour, finalement, c'est Gent-Wevelgem où il fait 4e, à travers la Flandre où il gagne, et le Tour des Flandres où il fait 4e. Ça pose quand même le niveau du garçon. On a là un vrai phénomène. Anselme, ton avis sur la victoire d'Alberto Bettiol? Ouais, du coup, moi je pense qu'en fait, sa victoire, plus qu'en opportuniste, il l'a fait grâce à son équipe. Et étonnamment, c'était pas la Quick Step qui était en surnombre cette année, mais IF où on se retrouve avant les derniers monts avec 3 coureurs, avec Van Mark, Langeveld et Bettiol donc. Et on a vu que Van Mark et Langeveld n'ont pas hésité à se mettre à la planche pour l'Italien. Et derrière, le Néerlandais fait un travail super pour
désorganiser le groupe et empêcher la poursuite. On sait maintenant que quand il y a un gros groupe de favoris, le premier qui arrive à partir, généralement, il se fait pas revoir. On a vu le cas avec Young Girls l'année dernière sur Liège. Bah là, c'était le même scénario à peu près. Donc après, il a profité de son équipe, mais on peut pas dire que ce soit en opportuniste, étant donné la facilité dégagée dans les derniers monts et l'écart qu'il met à ses poursuivants les plus proches au sommet. Ouais, finalement, c'est un scénario auquel on s'attendait pas, cette domination des Education First. Et là, on s'est rendu compte que finalement, la Quick Step, c'était l'équipe qu'on attendait. On sait que le Tour des Flandres est l'objectif majeur de la formation de Patrick Lefebvre. Et cette fois-ci, est-ce qu'on peut parler de fiasco pour la Quick Step? Parce que finalement, certes, il aura une deuxième place avec Casper Asgreen, mais ils n'ont jamais vraiment donné l'impression de pouvoir aller chercher la victoire. Raphaël, ton avis là-dessus? Jamais l'impression. Alors si quand même. Parce que c'est quand même eux qui font péter la course dans le mur de Grammont. Et ensuite, au début, moi je me suis dit, ils ont bien joué le coup en mettant Casper Asgreen avec, c'était Van Mark et Van Baarle, il me semble. Et Il y Vandenberg. avait Stein Vandenberg aussi, ouais. Et là je me dis, là ils mettent leur premier coureur devant. Et au bout d'un moment, ils vont soit arrêter de le faire relayer, soit en faire attaquer un autre derrière. Ce qui m'a surpris, c'est que les autres derrière soient pas au niveau auquel on les attendait. En particulier Stybar, que j'attendais vraiment très fort sur cette course. Alors, est-ce que il était un peu en forme trop tôt sur les Flandriennes? J'avais vu passer une stat comme quoi aucun coureur n'a gagné le Grand Prix, le Het Nieuwsblad et le Tour des Flandres la même année. Ou alors, est-ce que c'est tout simplement que cette course ne lui convient pas à la perfection, Stybar, parce qu'il est quand même souvent meilleur sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres? Je sais pas, mais ça m'a surpris de le voir dans le dur comme ça par rapport au Grand Prix E3 par exemple où il était bien meilleur. Et Young Girls, comme c'est son début sur les Flandriennes, c'est pas lui que j'attendais le plus, mais clairement j'attendais soit Young Girls, soit Stybar, soit Lampard, soit Gilbert. Bon, Gilbert, il y a la maladie. Et finalement, il y a aucun des quatre qui a vraiment été capable de contrer. Donc oui, on peut dire que c'est un fiasco parce que Quick-Step, c'est l'équipe qui domine les classiques flandriennes. Voilà, c'est vraiment le Tour des Flandres, le monument des Flandriennes. Et ils ont manqué le coche. Ouais, c'est vraiment leur course à domicile. Cyril, est-ce que toi, tu penses qu'il y avait moyen de mieux faire, ou alors est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord? Est-ce qu'il y avait un problème de stratégie à l'intérieur de la course, ou alors est-ce que les dés étaient pipés dès le départ parce que les deux leaders, qui étaient Philippe Gilbert et Zdeněk Stybar, n'étaient pas au niveau aujourd'hui? Je pense qu'en fait, ils ont, avec Asgreen qui est parti à un moment dans la course, je pense que c'est un peu. Je pense qu'il y a eu ils n'ont pas réussi à bien gérer tactiquement la course et ont perdu des cartouches en pariant un peu sur Asgreen. Parce que d'ailleurs, ils n'avaient pas assez de force pour le rattraper. Mais je pense, par exemple, si un Jungels avait attaqué à la place de Asgreen, la course aurait été complètement différente, à mon avis. Et peut-être plus débridée ou quoi. Du coup, ouais, voilà, je pense que Asgreen était fort, mais c'était pas forcément Ben voilà, c'était pas forcément la tactique. Et bien sûr, après, Stybar était en dedans, donc peut-être que ça a aussi. Il ne savait pas, ça se trouve, ça arrivait d'un coup et il prévoyait que ça serait lui le leader principal. Ouais, en fait, c'est vrai que c'était étonnant parce que jusque-là, ils étaient très forts et là, aujourd'hui, ils sont passés à travers. Même si au final, même que passe à travers, il faut une deuxième place. Ouais, c'est fort quand même. Même quand la Quick Step est passée au travers, ça rapporte quand même un podium de monument. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient en dire autant. En scène, soyons un peu chauveurs 2 minutes. Est-ce qu'on peut penser que le Lefebvre de se priver de Florian Sénéchal est responsable de la défaite des Quick Step? Je pense pas. Je pense pas. Clairement, on sait que celui qui était en balance avec Sénéchal, c'est Asgreen. Il fait deuxième. Je suis pas sûr que Sénéchal aurait fait pareil, même si après les circonstances de course ont été différentes. Mais on peut pas leur reprocher de pas avoir pris Sénéchal sur ce coup-là. Mais après, je pense que le coup de moins bien de la Quick Step, on pouvait le prévoir. Parce que cette année, il se retrouve avec moins de leaders, avec le départ de Terpstra notamment, Gilbert qui est en retrait. Il y avait que Stybar qui était vraiment une valeur sûre. Lampard, il est costaud mais un peu en retrait. Et au final, Stybar n'est pas là et du coup, on se retrouve avec Jungels et Asgreen avec les leaders et ils n'ont pas l'expérience qu'avaient les Tom Boonen, Terpstra et autres. Donc, c'était
on pouvait le prévoir, mais c'est sûr qu'après, une deuxième place, ça reste une performance honorable. Ouais, c'était assez terrible le manque d'expérience à la fin. Il y avait 3 quick-step dans le groupe à la poursuite de Alberto Bettiol, et on n'avait jamais l'impression qu'il y a eu une entente, un sacrifice de 2 coureurs pour un dernier. Et c'est dommage parce que c'était clairement l'équipe qui avait les clés du final, et finalement ils n'ont pas réussi à utiliser ces clés. Tu le penses pas? Bah après, ouais, un peu, mais le truc, c'est que dans le groupe, t'avais Christophe, Sagan, Matthews, on sait tous que c'est des gars qui vont hyper vite au sprint, et derrière, le plus rapide, ça devait être Lampard, il est clairement en retrait par rapport aux 3 coureurs que je viens de citer, donc c'était un peu roulé pour se faire battre au sprint, donc je comprends qu'ils aient pas voulu. Après, on les a pas vus non plus beaucoup tenter de partir en solo, donc c'est peut-être ça plus qu'on peut leur reprocher. Ouais, on est bien d'accord. Surtout que c'était une tactique qu'ils utilisaient régulièrement les années précédentes, leur supériorité dans un groupe pour réussir à partir en solitaire, et là, cette fois-ci, ils n'ont pas réussi. Ah non, là, cette fois-ci, c'est Yef qui leur a fait le coup. C'était une surprise, ouais. Quelque chose à rajouter sur la Quick Step, Cyril ou Raphaël? Non, je pense qu'on Non, c'est bon. va reparler d'eux pour Roubaix. Ah, à c'est mon avis. Ok, alors, un dernier truc sur ce Tour des Flandres, c'est quand même que c'est une nouvelle fois, on va dire, un fiasco pour les Français, les équipes françaises. C'est historiquement le monument qui réussit le moins à la France. Si je dis pas de bêtises, il n'y a eu que 3 victoires dans l'histoire, la dernière datant maintenant de 27 ans, c'était Jackie Durand en 1992. Cette année, donc, n'a pas dérogé à la règle. Est-ce que on pouvait attendre, est-ce qu'on pouvait vraiment attendre mieux du côté du clan français, Anselme? Bah, je pense que c'était difficile cette année. On sait que, bah, comme tu l'as dit, le ronde ne nous réussit pas souvent. Et quand on voit les coureurs qu'on avait au départ, hormis même Turgis qui avait fait une très bonne course à travers la Flandre, mais qui sur une telle distance n'avait pas encore de garantie, on se retrouve du coup avec premier français Gaudin 23e, et on sait que c'est pas un coureur très c'est pas les monts qu'il va préférer, et il est plus à l'aise sur Roubaix, tout comme Petit et Desmarques étaient les autres cartes françaises. Après, je pense qu'on peut pas parler de fiasco parce qu'on a vu Desmarques tenter d'anticiper à des moments, donc c'était qu'il devait il était quand même là, il était présent, il n'a pas subi la course. Après, il était un peu en retrait, et je pense que c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter. Si tout se passe bien, il sera là à Roubaix sans trop de problèmes. En tout cas, j'espère pour lui. Cyril, vas-y. J'avais à peu Désolé. près la même chose à dire que mon interlocuteur précédent. On n'a pas forcément les profils adaptés à cette course. Le Gaudin de Petit, c'est des mecs qui sont plus taillés pour Paris-Roubaix en gros. Mais à l'avenir, on a quand même Alaphilippe qui, à mon avis, il n'y a aucune raison pour qu'il ne réussisse pas sur ce genre de course. Il est déjà puncher, sprinter, grimpeur, rouleur, donc il n'y a pas de raison qu'il soit pas flandrien. Et en plus, il est dans l'équipe avec un grand E, l'équipe Quick-Step. Du coup, je pense vraiment que si une saison il axe ses objectifs là-dessus, il n'y a pas de raison pour lesquels il ne fasse pas des résultats. Quand on voit Valverde qui a 38 ans, sa première année, il fait ça et il est là au top 10. Tu penses tout simplement que la meilleure chance française n'était juste pas alignée sur ce Tour de Flandre? À mon avis, c'est ça, ouais. D'accord. Parce qu'il- Raphaël, ton avis là-dessus? Bah, pareil, je pense que les meilleures chances françaises sont quand même chez Quick-Step. Avec Alaphilippe, bon, Sénéchal, il n'a pas encore le niveau pour gagner le Tour des Flandres, mais il progresse chaque année et il est quand même chez Quick-Step. Alors, je sais pas jusqu'où il va progresser, mais peut-être, pourquoi pas un jour, le voir capable de jouer la vainqueur, j'en sais rien, mais capable de jouer la gagne. Sinon, à l'avenir, il y a peut-être Valentin Madouas qui a quand même des grandes qualités, je pense, pour ce type de course. D'ailleurs, je pense que la FDJ l'alignera d'ici l'an prochain ou dans 2 ans sur le Tour des Flandres, et on pourra voir ce qu'il donnera. Mais quand on voit ce qu'il donne dans les bordures sur Paris-Nice, par exemple, ou sur des courses accidentées, on peut vraiment nourrir de grands espoirs à petits jeunes. Et sinon, concernant les coureurs français qui étaient présents, Desmarques, comme l'a dit Anselme, il a fait sa course, il pouvait pas faire beaucoup mieux.
L'anticipation dans les petites routes qui sont juste avant le Koppenberg, c'était vraiment le bon endroit. Parce que souvent des coups par là partent là. Et parfois se présentent en tête, même au vieux Quarmont, ou bon, Paterberg en général non, mais au vieux Quarmont. Donc c'était le bon moment pour tenter, ça n'a pas marché. Je pense que voilà, ils pouvaient pas faire beaucoup mieux. Pareil pour Petit et Godin. Pour moi, bah, c'est pas un fiasco, c'est juste que les coureurs français qui étaient alignés n'avaient pas le niveau pour gagner le Tour des Flandres et les meilleures chances françaises n'étaient pas là. Très bien. Et ben, écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce Tour de Flandre. Et c'est donc maintenant venu le moment d'évoquer l'Enfer du Nord qui arrive dès dimanche prochain. Je vais demander à chacun de nos chroniqueurs quel est son favori pour cette course. Et on va commencer par Raphaël. Eh bien, moi, mon favori, c'est Wout van Aert. Et ben, est-ce que tu peux nous détailler les raisons de ce choix? Eh bien, déjà, c'est l'édition précédente, puisque l'an dernier, Wout van Aert, il est au même niveau que Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven et Seb Van Mark. Donc sur les pavés, bah, parmi les gros leaders, il n'y en avait que 2 qui étaient au-dessus de lui. C'était Peter Sagan et Niki Terpstra qui étaient tout simplement intouchables pendant toute la campagne flandrienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que Van Aert a une crevaison ou un incident mécanique, je ne sais plus, dans le carrefour de l'Arbre, si je ne dis pas de bêtises, et il se retrouve relégué dans un groupe derrière et il fait même pas top 10. Mais normalement, il aurait dû finir avec Van Avermaet, Stuyven et Van Mark l'an dernier. Et quand on voit que cette année, il est quand même, enfin moi je le trouve beaucoup plus impressionnant que l'an dernier sur toutes les courses, à part les Strade Bianche, mais il n'était pas encore en top condition. Et il fait quand même 3e, donc c'est quand même très fort. Et donc franchement, je pense qu'il fera mieux que l'an dernier sur Paris-Roubaix. Et l'an dernier sur Paris-Roubaix, il était déjà parmi les plus forts. Je pense qu'il sera le plus fort sur les secteurs pavés. Maintenant, le problème, c'est quand même sa pointe de vitesse. Si Van Aert veut gagner Paris-Roubaix, je pense qu'il est obligé d'arriver en solitaire sur le vélodrome ou alors avec quelqu'un qui est vraiment mauvais au sprint. Et le problème, c'est que quand même la majorité de ses rivaux, enfin Sagan, Van Avermaet, même Nassen, sont meilleurs que lui au sprint. À moins qu'il arrive avec un coureur comme Nils Politt, là peut-être que ça peut le faire, mais... Ou Style Vanderberg, pour citer les grands noms du sprint mondial. Oui, bah oui. Donc, oui, faut qu'il s'isole. Mais moi, par exemple, sur un pavé comme le carrefour de l'Arbre, je pense que Van Aert peut s'isoler. Il en a les capacités physiques pour ce qu'il a montré. Et en plus, il a vraiment une très bonne équipe à ses côtés. Donc, le carrefour de l'Arbre où sera présent le groupe Eto. On sera une trentaine de membres là-bas dimanche prochain. Anselme, ton favori à toi? Moi, je vais partir sur Oliver Neisen. Mais pour qu'il gagne, il faudra d'abord une chose, c'est qu'il soit épargné par la malchance. Parce que c'est un peu son problème. L'année dernière déjà sur Paris-Roubaix, aujourd'hui sur le Tour des Flandres aussi, un problème mécanique à un moment. On l'a vu, il est rentré sans trop de problèmes, avec beaucoup de facilité. Mais à un moment, ça lui coûte des forces dans le final, c'est évident. Il a montré qu'il était très fort avec Van Avermaet et Wout van Aert justement sur toute la campagne flandrienne. Pour l'instant, il est toujours là, jamais gagnant, souvent placé. Et moi, je pense que dimanche prochain, ce sera son jour. Du moins, si pas de problème il devrait être sur le vélodrome pour jouer la gagne. Et au sprint, on sait qu'il se débrouille, donc il a tout à fait ses chances pour aller accrocher enfin une grande victoire. Ouais, d'ailleurs, Oliver Nessen, finalement, on n'en parle pas, mais il a déjà gagné 2 fois une Classic World Tour en France, puisqu'il est déjà double vainqueur du Grand Prix de Plouay. Que penses-tu de son équipe pour l'accompagner à Roubaix? Est-ce que l'équipe AG2R est vraiment la bonne équipe pour qu'il puisse s'épanouir à Roubaix ou pas? Sur le papier, elle est quand même pas mal, l'équipe AG2R. Il y a des coureurs qui ont franchement... Enfin, Dillier, il fait 2e l'an dernier, même si les circonstances sont très particulières. On a vu qu'il avait de sacrées ressources. Et puis il y a Vandenberg, ça reste quand même un coureur avec une grande expérience des Flandriennes, qui a fait plusieurs fois dans les 5 premiers de classiques flandriennes comme le Tour des Flandres ou le Het Nieuwsblad, même si c'est un peu différent de Paris-Roubaix quand même, parce que Paris-Roubaix, il n'y a pas de mont et les pavés sont beaucoup plus durs.
Mais voilà, Vandenberg a une grosse expérience des Flandriennes et il est vraiment très utile, je pense, aux côtés de Nassen. Donc déjà, Dillier Vandenberg, je trouve que ça fait vraiment deux bons coureurs pour accompagner Nassen. Mhm. Et le reste de l'équipe Ok. est pas. Enfin, c'est sûr, ça fait pas rêver, mais c'est pas non plus ignoble. Enfin, Nico Denz, par exemple, alors même si, bon, on l'a pas encore trop vu cette saison, ça reste un coureur qui a un gros moteur. Pareil pour Goujard, même si, bon, Goujard, voilà, c'est un peu comme Denz. On l'a pas vu cette saison et on l'a pas vu même depuis un moment. Franchement, moi, je trouve que c'est pas la pire équipe. Cyril, ton favori à toi? En fait, c'est toujours dur de mettre un favori pour Paris-Roubaix. Du coup, j'ai pris une sorte d'outsider qui peut le faire. Et moi, je suis parti sur Nils Politt, qui a déjà fait top 10 l'an dernier, qui a fait top 10 aujourd'hui dans les Flandres. Et en fait, c'est un coureur pour moi qui peut s'adapter à plusieurs types de courses différents. Il peut partir de loin et on sait que Paris-Roubaix, c'est possible de gagner de loin, enfin, en partant dès le matin. Il peut partir dans des contre-attaques au niveau dans la relance après la trouée d'Arambert. Il peut faire mano à mano avec les plus costauds. Et puis il n'a pas la pancarte du tout. Enfin, il est là, mais personne ne parle vraiment de lui. Du coup, à mon avis, il peut s'extirper dans un coup et créer une surprise à la Mathieu Eman un peu. Et voilà, Et régler tout le monde au sprint? non, mais bien sûr, non, c'est vrai que le sprint, ça va être un peu compliqué, mais ouais, voilà. Et après aussi, techniquement, il est leader de son équipe. Il a plus Tony Martin ou quoi au-dessus de lui, donc pourquoi pas Nils Pauli. Ouais, Ouais, pour puis valider une sorte de progression linéaire. Ouais, vas-y, Raphaël. Politt, en plus, il est vraiment en forme et c'est la course du calendrier qui lui convient le mieux. Vraiment, quoi. Enfin, là, je le voyais pas faire 5 et 6 sur Ronde et Grand Prix E3. Enfin, je l'ai trouvé vraiment impressionnant sur les Flandriennes. Et Paris-Roubaix, c'est vraiment la course. Voilà, faut quand même être une brute sur les pavés. Et lui, Ouais, lui, c'est une brute, c'est pour le coup, 1m92. là-dessus, il est très fort. Et enfin, après, on se moque un peu au sprint, mais en même temps, l'an dernier, il règle le sprint du groupe pour la huitième place ou 8-9e place, enfin, je sais plus, mais il règle le sprint en sortant un bon gros sprint de bourrin, hein. Je me souviens. Alors après, bon, un sprint à 2-3, c'est pas pareil qu'un sprint à 10 pour la septième place, mais bon. Voilà, il a les ressources pour sortir un gros sprint si la course a été usante, Politt. Sur le Tour Ok. d'Allemagne aussi l'an dernier, des sprints à 30 par exemple, où il faisait 2 3e. Bon, et bah, à moi de donner mon favori. Et bah, moi, je crois dans le retour des Quick Step. Et mon favori, du coup, c'est Zdenek Stybar. Alors, Stybar, ok, il a été très décevant aujourd'hui, mais Roubaix, c'est quand même la course sur laquelle il s'est révélé. Il a toujours été plus à l'aise sur ce parcours que sur celui du Tour des Flandres, par exemple. Donc pour moi, son échec aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose. Il a déjà terminé 2 fois deuxième de Paris-Roubaix. Euh, était plusieurs fois dans le top 10 également. Il bénéficie d'une équipe qui est évidemment la plus solide du peloton sur ces courses-là. Mais surtout, Roubaix, c'est la course où il est possible de gagner rapidement du temps en sortant en solitaire sur un groupe qui se regarde, parce qu'il y a tout simplement moins de difficultés, le parcours est plus plat. Euh, voilà. Du coup, en plus, on sait que les cyclocrossmen en général se débrouillent pas trop mal sur le pavé. Il a une pointe de vitesse pour régler un groupe, puisqu'il a gagné quand même, par exemple, le Grand Prix E3 devant un Greg Van Avermaet, ça classe un homme. Du coup, il a vraiment beaucoup d'atouts à faire valoir. Le premier étant évidemment son équipe. On se rappelle des victoires de Nikita Terpstra l'an dernier, par exemple, sur le Tour des Flandres. C'est typiquement un scénario qui peut encore arriver avec cette fois-ci Stybar dans le rôle de Terpstra. Voilà. Donc mon favori, c'est le Tchèque. On va passer aux chances françaises. Euh, Quelles sont les équipes françaises qui peuvent briller? Quels sont les Français qui peuvent briller? Cyril, ton avis là-dessus? Pour moi, ce sera pas encore une année française, à mon avis, malheureusement. Mais Pourtant, on vient de gagner 2 monuments. On vient de gagner Milan-San Remo et le Tour de Lombardie. Pourquoi pas jamais 203? ouais, on n'a pas gagné aujourd'hui.
Mais Ouais. non, après on sait jamais. Mais déjà, Adrien Petit sera leader, donc éventuellement. Mais je vois pas un Français mieux qu'un top 10. Desmar montre du mieux par rapport au début de saison un peu compliqué. Il a l'air un peu mieux récemment. Après, va falloir confirmer ça. Il est une bonne équipe. Mais c'est pareil, à moins qu'il y ait une course vraiment assez calme où ça finit à un groupe d'une quinzaine et au sprint il peut tous les régler. Mais sinon, j'ai du mal à voir dans quel scénario un Français peut gagner cette année. Là, c'est pareil, je pense que c'est Sénéchal à terme qui sera peut-être la meilleure carte. Mais bon, apparemment, il le fera pas. Ou alors il le fera, mais il sera équipier. Je sais pas. Non, Si, il devrait faire Paris-Roubaix en général. C'est une course qui lui correspond mieux, ça serait logique qu'il la fasse. On n'est pas sûr encore, mais il a prouvé. voilà, éventuellement. Mais sinon, je pense pas encore que ce soit la saison. Mais après, bon, on a quand même des. Ben, Naesen qui est dans une équipe française, il n'est pas français bien sûr, mais du coup ça fait qu'une équipe française qui peut briller, mais pas une individualité française. Raphaël, ton avis là-dessus? Je vois mal un Français gagner Paris-Roubaix cette année, effectivement, et puis même dans les années à venir, parce que j'ai pas, enfin, il n'y a pas de coureur comme ça qui me vient qui soit capable de gagner Paris-Roubaix parmi les Français. Avant, je pensais Desmar capable de faire ça, et depuis 2 ou 3 ans, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai pas l'impression qu'il y arrive. Par contre, Marc Sarro, ça va, enfin, il est en forme, et l'an dernier, il m'avait impressionné. Sur le Grand Prix de Denain, par exemple, il était très fort sur les secteurs pavés. Bon, moins fort que Mathieu Van Der Poel, mais c'était le deuxième plus fort, je pense, derrière Van Der Poel. Donc lui, avec sa qualité de sprinter, peut-être c'est notre meilleur atout pour Paris-Roubaix. Cette année, peut-être pas, parce que c'est que sa 2e ou 3e participation, mais dans les années à venir. Sinon, il y a quand même l'équipe Direct Energy. Alors l'équipe Direct Energy, oui, qui a quand même été bien bonifiée par l'arrivée de Niki Terpstra pour le coup. Alors bon, Terpstra, il a pas les mêmes résultats que ce qu'il avait chez Quickstep et c'est normal puisqu'il a plus l'armada autour de lui, mais il apporte quand même énormément à la Direct Energy, on l'a vu. Il a tiré vers le haut des Godin, Adrien Petit et puis surtout Anthony Turgis, super début de saison. Et bah eux, franchement, c'est l'équipe française avec des coureurs français qui sont vraiment capables de briller sur Paris-Roubaix. Eux, je les vois capables de faire quelque chose, mais après, gagner Paris-Roubaix avec Godin, Petit ou Turgis, j'ai du mal à y croire quand même. Après, Godin, c'est quand même une course qui lui convient super bien, et Petit aussi. D'ailleurs, Godin, il me semble qu'il a déjà fait top 5 sur Paris-Roubaix. Ouais. Donc voilà, l'équipe Direct Energy, pour moi, sera demain l'équipe française, dimanche, l'équipe française la plus en vue. Ouais, c'est vrai qu'il y a une question de dynamique qui est très positive chez Direct Energy. Ils sont à l'attaque, ils sont à l'avant. Et ça, effectivement, ça peut bien marcher. Et que penser des autres équipes finalement? Anselme, la Cofidis, Vital Concept, Delco, la FDJ, est-ce que ces équipes-là sont réduites à de la figuration pour dimanche prochain? Cofidis, Vital, pour moi, c'est des équipes, clairement, si elles placent un coureur, c'est un coureur de l'échappée qui résiste bien. Sinon, j'ai du mal à les voir accrocher les meilleurs à la pédale. Déjà, on voit que c'est plus compliqué. À la rigueur, Vital Concept, si Muller, le Suisse, là, part dans l'échappée, lui, je le vois faire une bonne place, pourquoi pas, en résistant, comme Dillier l'année dernière. Bon, peut-être pas aussi bien, mais ça arrive souvent que des cours de l'échappée matinale aillent loin, donc pourquoi pas. Après, pour revenir sur les 2 grosses équipes françaises, on va dire sur les flandriennes, pour Direct Energy, c'est sûr qu'il y a la doublette Petit Godin qui apporte quand même des garanties d'une place au moins aux portes du top 10. Après, évidemment, Roubaix, c'est la course de la chance ou pas. Hein. C'est soit tout se passe bien et on peut espérer aller loin, soit on a un problème et tout de suite c'est plus compliqué. Et là, par contre, il y a un point où je suis pas d'accord avec vous, c'est sur Desmar. Moi, je pense qu'au contraire, plus on va avancer, plus il va y participer et plus il aura de chances de gagner.
Et même si l'année dernière c'était plus compliqué, il s'était mis beaucoup la pression, notamment, on en attendait beaucoup. Cette année, justement, sa saison est plus en deçà de ses espérances. On en parle moins et du coup, je pense que il va arriver peut-être là-bas plus sereinement, avec moins de pression médiatique, et c'est ce qui peut faire la différence. Pour moi, Desmar, c'est un peu sur les pavés, c'est un peu un Torouchoff. Sur le Tour des Flandres, il n'y arrive pas. Les Monts, ça lui va pas. Mais sur Paris-Roubaix, tout est possible. Et dans un grand jour, moi, on peut le voir top 5, voire mieux. Bon, par contre, Anselme, t'as totalement oublié Delco dans l'affaire. C'est vrai, mais après, Delco, je vois pas chez eux qui pourrait vraiment se placer. Je sais pas, Navarro-Doscas, mais c'est le seul Ouais, coureur. c'est une grosse recrue quand même. C'est un coureur qui a... C'est vrai, c'est leur seul coureur qui serait capable, à mon avis, d'accrocher un résultat sur Roubaix. Parce que derrière, c'est vraiment faible. Alors évidemment, ils vont faire de la figuration dans les échappées, tout ça, mais Navarro-Doscas, il a jamais couru Paris-Roubaix, donc je sais pas s'il est prévu cette année. Mais dans l'effectif, c'est le seul qui pourrait éventuellement sortir du lot, mais clairement, c'est à l'instar de Novo Nordisk sur Milan-San Remo, ils sont là pour l'échappée matinale. Et Christophe Laporte, chez Cofidis, tu n'en as pas parlé non plus, ça... tu n'y crois pas? Non, beaucoup moins que Desmar, Petit ou Godin, qui sont pour moi les trois chances françaises vraiment. Après, il y a l'inconnu Turgis. Ça, on verra. Ça dépend de comment il avale comment il passe la barre des 250. Mais sinon, ouais, le triptyque Desmar, Godin, Petit. S'il y a un vainqueur français, il est là. On va passer maintenant à une dernière partie sur Paris-Roubaix, un petit débat. On se demande notamment en voyant des coureurs qui sont un peu dans le dur sur le Tour de Flandre, c'est notamment le cas de Peter Sagan, ça a été le cas de Zdenek Stybar qui était littéralement collé sur la route aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de se refaire la cerise en une semaine, d'être présent pour la victoire à Roubaix, alors qu'on a montré des faiblesses sur le Ronde? Anselme, ton avis là-dessus? Ouais, moi je pense que oui. Hein. Il y a pas longtemps, je citais Torouchov, c'est l'exemple clé. Hein. Il a jamais fait top 10 sur le Ronde et pourtant il a fait podium à Roubaix. C'est deux courses qu'on assimile souvent parce que évidemment il y a les pavés et elles sont proches, mais dans la pratique, elles sont quand même très éloignées de par la difficulté des pavés à Roubaix et la présence des monts sur le Ronde. Donc c'est vraiment deux courses différentes et un coureur qui va pas performer forcément au Ronde peut être tout à fait présent à Roubaix. C'est pas, je pense, un motif d'inquiétude. Après, c'est sûr que performer au Ronde permet d'emmagasiner de la confiance. Mais par exemple, Bettiol, je le vois pas performer à Roubaix de par l'absence de Mont où il fait la différence sur ses adversaires. Sur le pavé seul, chez IF, on aura plus de certitude avec Langeveld et Van Mark qu'avec l'Italien. De toute façon, je crois que Pétiol participe pas à Paris-Roubaix. Ouais, c'est pas très étonnant. Parce que, à mon avis, il enchaînera avec les Ardennaises qui lui conviennent quand même plutôt pas mal. Bah, comme Mathieu Van Der Poel, donc. Oui. Mais sinon, en fait, ça correspond un peu à ceux qu'on a choisis parmi nos favoris quand même. Stybar, qu'on n'a jamais vu vraiment très à son aise sur le Tour des Flandres, alors qu'il était plusieurs fois très fort sur Paris-Roubaix. Il fait 2 fois deuxième. Plus l'année aussi où il est avec Cancellara et Van Mark et il déchausse. C'est dans quel secteur? C'est dans le Carrefour de l'Arbre ou Canfin en Pével, je crois. Je sais plus du tout. Il serait certainement arrivé avec Van Mark et Cancellara. Donc voilà. Polite, pareil, c'est plus un coureur pour les pavés plats que pour les monts, même si cette année il a été aussi très fort sur les Flandriennes, Tour des Flandres, Grand Prix E3. Mais en gros, oui, c'est ce qu'a dit Anselme, c'est très différent le profil des deux courses. Donc oui, un coureur qui n'a pas forcément brillé sur le Tour des Flandres peut briller sur Paris-Roubaix. Cyril, est-ce que justement, on dit souvent que le Tour des Flandres, c'est vraiment une course où il faut absolument être dans un jour énorme pour la gagner, puisque c'est une course qui ne pardonne pas la faiblesse. Est-ce que le fait qu'à Roubaix, l'échappée aille souvent loin, c'est un moyen pour certains coureurs de se rattraper quand ils sont dans une forme incertaine, qu'ils sont dans le doute, et finalement ils peuvent
faire un super résultat en partant de très très loin, puisqu'en étant dans l'échappée. Après, je sais pas si il y a beaucoup de coureurs qui prennent l'échappée à Roubaix pour tenter ça, mais au final, je pense qu'il faut quand même avoir des très bonnes jambes. Par exemple, Eman l'année où il gagne, il dit qu'il avait les jambes de sa vie. Et le fait d'avoir anticipé, ça avait fait qu'il avait moins subi la course. Donc il avait pu jouer la gagne. Mais tu peux pas prendre l'échappée en étant à 70% et dire je peux accrocher un résultat comme ça. Je pense pas que ce soit si simple que ça, malheureusement. Mais après, oui, c'est sûr, c'est une course où l'échappée a une chance. Enfin, un membre de l'échappée a une chance de s'accrocher parce que ça frotte moins quand t'es devant. Et ouais, mais après, le truc, c'est que maintenant, ça se sait, du coup, pour prendre l'échappée, en général, ça part. La première heure est presque à 50 km de moyenne, donc ça envoie du charbon très tôt maintenant sur Paris-Roubaix. C'était quoi? C'était il y a 2 saisons il y a même quasiment pas eu l'échappée de la course à cause de ça. C'est la dernière année de Boonen, il me semble. Non, Ouais, c'est en 2017, l'année juste après Eman, justement. Tout le monde se disait, ah bah, cette année, je vais prendre l'échappée. L'année dernière, elle est allée au bout. Donc, c'est ça, et ça avait roulé toute la course à bloc quasiment. Raison Mais de du plus coup, pour regarder la course dans son intégralité, c'est offert par France Télévisions, autant le faire. Très clairement, bonne de leur part. dimanche prochain, on n'a rien d'autre à faire, hein. Pas de, c'est ça. pas de question. Mais d'ailleurs, pour en revenir à l'échappée, du coup, moi je pense que des gars justement comme Laporte ou Turgis par exemple, s'ils sentent qu'ils sont très bien, notamment Turgis qui a d'autres coureurs derrière pour performer, faut qu'ils tentent de prendre l'échappée pour espérer une perf. Ils sont encore jeunes, c'est leur première participation, enfin, c'est leurs premières années où ils découvrent. C'est l'occasion de tenter, et puis sur un malentendu, on sait jamais, hein. En fait, Très bien, monsieur j'ai l'impression Dust. que souvent, ce qui permet à un coureur de l'échapper d'aller très loin, c'est que c'est un coureur qui ne faisait pas peur, mais qui avait les jambes de sa vie ce jour-là. Sauf que bah, naturellement, les autres le savaient pas, donc ils l'ont laissé partir. Un Turgis, par exemple, je sais pas si on le laissera partir, parce que justement, on sait que sur Paris-Roubaix, l'échappée peut aller très loin, surtout si un coureur à l'intérieur de cette échappée est fort. Et Turgis, il fait quand même deuxième d'à travers la Flandre il y a pas longtemps. Donc peut-être qu'ils se diront qu'il faut pas laisser partir un coureur comme ça dans l'échappée. Ah, je sais pas, parce que si je dis pas de bêtises, en 2007, au Grady, il part peut-être pas dans la première échappée, mais il anticipe aussi. Et pourtant, c'est pas un coureur que tu laisses partir comme ça, donc Ouais, je, ouais. je pense que ils laisseront pas partir Van Aert, Neisen ou autres, mais Après, ils se je dis feront ça pas parce attention sur Turgis ou des coureurs qui en sont à leur balbutiement sur les courses flandriennes. bah, je dis ça parce que par exemple, les années précédentes, on a vu alors, 2017 et 2018, je crois, personne voulait laisser partir ne serait-ce qu'un quick step dans l'échappée, juste par peur que l'équipe quick step puisse faire pression. Alors que des fois, ils envoyaient des gars enfin, qui n'étaient pas du tout des favoris. Ouais, mais là, oui, Même mais Wallace, ils avaient eu du mal à le laisser partir, il me semble. ouais, mais là, c'est plus la peur que derrière la Quick Step ne roule pas et que les autres équipes soit emmènent la Quick Step dans leur roue, soit ne roulent pas non plus. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un top 10 de no name complètement, complètement absurde. Et je pense que Ouais, c'est plus difficile de laisser partir un équipier de l'équipe favorite que un outsider qui ferait fond top 20 en suivant. oui, c'est pour ça que j'ai Ouais. pris après l'exemple de Yele Wallace, comme il est pas chez Quickstep. C'est bah, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Non, l'année dernière, je crois, même lui, ils avaient eu du mal à le laisser partir. Parce qu'il avait déjà fait un top 10 sur Paris-Roubaix ou quelque chose dans le genre. Parce que maintenant, ils ont peur, quoi. Eman, personne s'y attendait. Alors maintenant, dès qu'un mec a une référence sur Paris-Roubaix, on le laisse pas partir. On va passer à quelques petites news en vrac. Déjà, le Tour de Catalogne qui s'est terminé il y a une semaine, avec le Colombien Miguel Angel Lopez qui a fait une démonstration sur l'étape de la Molina, avec des temps d'ascension très très élevés qui rappellent les heures les plus sombres de l'histoire du cyclisme. Et Lopez qui résiste ensuite aux assauts de la Sky notamment, ou encore des frères Yates.
Il l'emporte devant l'un des plus beaux plateaux du World Tour. Les Colombiens sont en force dans le classement puisque Bernal fait 3e et Quintana fait 4e. On réagit pas? Moi, je voulais réagir parce que j'ai quand même Vas-y. j'ai bien suivi la course. C'est moi qui l'ai commenté sur Gruppetto. Euh, du coup, c'était une belle course. En gros, oui, c'était une belle course. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on a eu des temps d'ascension extrêmement élevés pour ce. En fait, techniquement, c'est des temps d'ascension qu'on devrait trouver sur le Tour de France à peu près, au niveau des watts. Et par exemple, c'est ce que Bardet disait que c'était parti, enfin, ça roulait très très vite. Et c'est pour ça, en fait, Bardet et Pinot, eux, étaient sur des référentiels à peu près égaux à leurs années précédentes sur ce genre de course de préparation. Mais cette année, ils étaient beaucoup plus loin de la tête, notamment des Colombiens, de Yates, qui ont fait une très grosse impression. Du coup, c'est vrai qu'il y avait un goût bizarre quand on regardait cette course, mais après, peut-être qu'ils le paieront plus tard en ayant préparé leur saison et avec un pic de forme Toto, ou peut-être que c'est les circonstances de la journée chaque fois, même si j'ai du mal à y croire. Voilà. Sinon, après, globalement, c'était une belle course. Il y en a eu. Ouais, à part les Mhm. sprints où Mathieu était largement au-dessus. La dernière étape à Barcelone était toujours, comme d'habitude, assez intéressante avec du mouvement et Formolo qui s'impose en solitaire. Alors, voilà, c'était une belle course, mais bien sûr, il y a cette Il y a ce démonstration petit quand goût même. amer dans la bouche, ouais. Ouais. Ok. De course par étape espagnole du World Tour à une autre, on va parler du Tour du Pays Basque, qui commence dès ce lundi. Course de préparation traditionnelle aux Ardennaises. Le plateau est un peu plus dénudé cette fois-ci. Le tenant du titre, Primoz Roglic, n'est pas là. Alejandro Valverde, il a voulu se tester sur le Tour des Flandres, du coup, il ne rallie pas le Pays Basque à temps. Donc, Julien Alaphilippe se pose en très grand favori pour continuer sa razzia en World Tour en 2019. Est-ce que ce sera sa première victoire au classement général du Tour? C'est la question. Bah, moi, je pense pas qu'Alaphilippe gagne le classement général de cette course. Parce qu'il y a quand même, notamment l'arrivée à Araté, c'est un peu long pour lui. Et l'étape du lendemain, pareil, les cols sont un petit peu longs, je pense. Et à mon avis, face notamment à l'équipe Astana, qui quand même, on l'a vu sur Tirreno Adriatico, elle a fait exploser le peloton tout le temps. Et sur d'autres courses, mais surtout sur Tirreno Adriatico, ça m'a particulièrement marqué. Ils alignent encore Jakob Fuglsang, s'il est dans la même forme que sur Tirreno. Je vois pas du tout Alaphilippe réussir à le suivre. Alors, bah, sur les premières étapes, oui, mais sur les étapes comme Araté ou celle qui fait une boucle le dernier jour, je crois, je vois pas du tout Alaphilippe pouvoir suivre un gars comme Fuglsang. En plus, Astana, ils pourront mettre la pagaille avec Luis Leon Sanchez, les frères Izaguirre, Bilbao. Ils ont vraiment une très très grosse équipe. Et il y a aussi Adam Yates qui sera supérieur à Alaphilippe sur les montées un peu longues et qui n'est pas si loin que ça d'Alaphilippe sur les montées courtes. Donc, non, je vois pas Alaphilippe gagner sa première course sur le Tour. Là, il y aura Mikel Landa aussi pour la Movistar qui sera certainement fort. Il est souvent en forme sur le Tour du Pays Basque. Et puis, en plus, chez Quickstep, je suis même pas sûr qu'Alaphilippe soit le leader de l'équipe pour le général sur cette course. À mon avis, il est co-leader avec Enric Mas. Et à mon avis, Enric Mas a plus de chances de bien figurer au général qu'Alaphilippe. Un peu à l'instar de l'an dernier, au final, où Enric Mas avait fait 3 ou 4e. Marc Sarrault, qui fait une belle razzia en Coupe de France, qui a 26 ans, qui arrive à l'âge de la maturité. Il fait 5 podiums d'affilée en Coupe de France quand même. Il en est à 3 victoires cette saison et au milieu d'une campagne de classique un petit peu difficile pour la FDJ avec un Stefan Koum et un Arnaud Démarre qui n'ont pas forcément les résultats espérés, c'est un petit peu un soulagement pour la FDJ. On réagit pas? On réagit pas. On passe à la news suivante. Jonathan Hiver qui va gagner le Grand Prix Miguel Indurain devant Luis Leon Sanchez quand même. On rappelle que le Grand Prix Miguel Indurain a son palmarès des coureurs comme Alejandro Valverde, Simon Yates, Luis Leon Sanchez, Joaquim Rodriguez. C'est une vraie victoire en costaud. Le printemps est là et Hiver revit. On réagit pas? Ouais, moi je vais réagir là-dessus. D'autant qu'en plus, il gagne devant Sanchez et Iguta, deux coureurs qui ont très bien marché en ce début de saison.
Donc c'est bien pour hiver, notamment que on l'avait vu l'année dernière, pareil, un très beau début de saison. Et cette année, bah, c'était un peu plus compliqué, mais cette victoire va le rassurer. On sait qu'on va arriver dans des périodes où il marche un peu moins bien. Je sais pas si c'est la saison, le temps, ou comme Tim Wellens, il supporte pas le soleil. Mais il était temps pour lui de performer, parce qu'on arrivait dans la limite de son champ d'action. Il a Après, une date de péremption, tu veux dire. ouais, voilà. Après, en regardant sur ses victoires, sur ses 16 victoires, il y en a 7 en Espagne. Donc je me dis, il devrait peut-être aller s'essayer sur la Classica San Sebastián ou la Vuelta, parce que le pays semble lui convenir, et donc pourquoi pas aller chercher quelques accessites, voire quelques victoires d'étape de l'autre côté des Pyrénées. En tout cas, ça laisse présager du bon pour les prochaines courses qu'il va faire, et une bonne forme pour le coureur. Ok. Enfin, dernière news, la Direct Energy qui va changer de nom et de maillot pour Paris-Roubaix, parce que toutes les filiales du groupe Total, dont fait partie Direct Energy, vont prendre le nom de Total dans leur nom. Donc ça va devenir Total Direct Energy. Et selon nos informations, le maillot devrait avoir une dominante bleu, blanc et rouge, un peu avec les couleurs de Total. On attend de voir ça. À principe, le maillot sera dévoilé euh, vendredi avant Paris-Roubaix. On peut déjà vous dire Donc, qu'il est très joli. c'est nos informations, mais on n'a pas encore tout à fait sûr. Mais a priori, ça sera ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce chasse-patate un peu de transition pour aller du Ronde 2 à Paris-Roubaix. C'est sans doute la semaine la plus excitante du calendrier cycliste. Et on espère que vous serez nombreux à suivre la course à Roubaix. Nous, comme on l'a dit, on sera sur place avec un très gros groupe du groupe Eto. Justement, on sera une trentaine. Et on sera là dès le lundi ou le mardi pour sortir un nouvel épisode de Chasse-Patate pour analyser la course. Parce que c'est à peu près sûr qu'il y aura beaucoup de choses à dire, comme chaque année sur Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Eh bien, moi, je vous dis à très vite et salut. Salut. À bientôt.